Ben, bonsoir tout le monde, puis merci d'être pas resté à la maison à fumer du pot, mais à être venu voir un vrai film. Je l'apprécie sincèrement beaucoup. Je vous parlerai pas beaucoup de Joe Dante puis de Tom Hanks parce que vous les connaissez bien. Mais The Burbs, le film que vous allez voir, a été tourné en 1989. À ce moment-là, Tom Hanks est encore un acteur comique. Il n'a pas encore fait Philadelphia. Il n'a pas encore fait le saut vers le jeu plus sérieux, ce qui fait qu'il ne regardera jamais vers l'arrière. Donc, dans les années 80, pensez à Big, Turner and Hooch, pensez à Splash, pensez à Bachelor Party, pensez beaucoup à Bachelor Party, en fait. C'est le genre de comédie qu'il faisait, c'est le genre de choses qu'il faisait. The Blurbs, malheureusement, allait pas être un gros succès au box-office. Ça allait même être un flop. Pour Tom Hanks, en fait, ça allait être le premier de 3 flops consécutifs qu'il allait remettre sa carrière en question. Parmi les autres flops dont on parle, Joe versus The Volcano. Qui se souvient de ça? Probablement Sarah. The Bonfire of Vanities, Le bûcher des vanités de Brian De Palma. Tous des films où on sent que Tom Hanks veut passer vers un jeu plus sérieux, mais c'est pas les bons prototypes, c'est pas les bons films pour faire ce saut-là. Après ces 3 films-là, il y aura comme une période de rédemption où il va faire A League of Their Own, oui, Sleepless in Seattle et surtout Philadelphia. Mais là, vous êtes juste avant cette période sérieuse-là. Et étonnamment, dans ce film-là, même si le film a été un flop, le mariage Joe Dante et comédie étrange excentrique et Tom Hanks, qui joue beaucoup avec sa physicalité, marche très bien. Donc ça, je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Joe Dante, pour sa part, à ce moment-là, il est sur une lancée. Il vient de réaliser succès sur succès sur succès. Il a commencé en 1976 à faire des films. Son premier grand succès en 1978, Piranha, l'original, qui était coécrit par John Sayles, pas n'importe qui. En 1981, la même année que The American Werewolf in London, il réalise The Howling à peu près en même temps. Et c'est 2 films qui étaient en compétition pour savoir lequel des 2 aurait la meilleure transformation mécanique de loup-garou. The Howling, au niveau de l'écriture, est encore coécrit avec John Sayles. Allez redécouvrir ce film-là. Il y a de l'humour, il y a de l'horreur. Puis c'est un peu la qualité ou la signature de Joe Dante, un peu comme John Landis, justement. C'est quelqu'un qui est capable de marier l'humour et l'horreur, mais quand les choses deviennent épeurantes, il ne force plus l'humour. L'horreur devient ce qui prime. Donc, c'est ça qui rend souvent ces films-là un peu excentriques pour certaines personnes. Tu as de la comédie, puis ensuite tu tombes dans l'horreur pure. Pensez à Gremlin. Il y a des scènes qui sont vraiment comme terrifiantes. Si vous aviez 14 ou 15 ans, puis que vous avez vu Gremlin pour la première fois, le Gremlin avec la petite chainsaw, il est fucking terrifiant. Donc, d'ailleurs, bon, il a fait Gremlin tout de suite après. Explorers, qui mettait pour la première fois à l'écran River Phoenix et Ethan Hawke. Inner Space, et là, il arrive avec The Burbs, qui est un projet qu'il n'a pas écrit. C'est un scénario avec lequel il est tombé en amour. On lui a proposé. C'est une comédie de la fin des années 90 sur la banlieue et sur les banlieusards et sur le fait qu'en banlieue, on s'ennuie. En banlieue, on observe nos voisins et on semble plus intéressé par le chien qui va chier sur le terrain du voisin ou sur le voisin weirdo qui ne coupe pas son gazon. Ah, lui, on ne l'aime pas, il est weirdo. Donc, c'est beaucoup ça, en gros, le sujet de The Burbs. Mais je vous amène à vous poser la question, demandez-vous qui regarde le film? Ou enfin, demandez-vous, le film est du point de vue de qui? Et ma théorie est que c'est un film de cinéma, et vous allez le voir dès le générique, le film est toujours vu par la caméra, qui est comme une entité à part. Le film commence avec le logo d'Universal, et on a la caméra qui rentre dans la terre d'Universal, qui va carrément descendre sur terre aux États-Unis, très Google Maps, bien avant Google Maps, pour arriver sur une rue. Et là, on va suivre la rue, on va entrer dans la rue, et c'est la fin du générique, mais en même temps, c'est la caméra qui vient, qui se place, qui découvre le quartier, et ensuite, tout le film reste tout le temps dans le même quartier. La caméra ne sort jamais du quartier. Dans l'œuvre de Joe Dante, on pense beaucoup à Alfred Hitchcock, puis quand on pense à Alfred Hitchcock, on pense à des films comme Rear Window. Les banlieusards, dans le fond, de Burbs, c'est une version de Rear Window d'Alfred Hitchcock, mais transposée en banlieue, avec des personnages un peu plus excentriques. Donc, un seul quartier, la caméra ne sort jamais du quartier. Outre la caméra, l'autre témoin du film, c'est un personnage qui est très intéressant, qui s'appelle Ricky Butler, qui est joué par Corey Feldman, qui est un jeune adolescent un peu rocker de 15 ans qui vit sur le quartier. Et lui, il trippe à voir, il suit toute l'histoire dans le quartier, et c'est lui qui aura le mot final de la fin. Joe Dante, c'est aussi un amateur de cinéma, forcément, mais c'est quelqu'un qui va vous mettre beaucoup de pastiches. Il va pasticher, il va par exemple faire des scènes à la Léoné, par exemple, ou à la Hitchcock.
Donc, et il y a beaucoup de doubles. Il joue beaucoup avec le cliché, il joue beaucoup avec les faux semblants. Au niveau de la culture, au niveau des citations de films, un que je dois vous mentionner absolument, c'est To Kill a Mockingbird, 1962, de Robert Mulligan. La maison où restent les Klopek dans le film ressemble étrangement à la maison de Beau Radley ou de la famille Radley dans To Kill a Mockingbird. D'ailleurs, To Kill a Mockingbird, la rue s'appelle Maycomb. Ici, la rue s'appelle Mayfield. Grosse ressemblance. Et au niveau du thème, ben, on remarque To Kill a Mockingbird, ben, c'est ça, c'est un truc sur le racisme dans une petite ville américaine au début des années 50. Des références, il y en a tout plein. De Sentinel, L'Exorciste, M le Maudit. Il y en a 3 références à M le Maudit. Cherchez-les comme il faut. Texas Chainsaw Massacre 2, Run with the Devil, I Saw What You Did, de William Castle. C'est un gros fan de William Castle. Il va même réaliser quelques années après, que ce sera un de ses meilleurs films, Matinée, qui est un film hommage à ce réalisateur-là. Et mon hommage préféré, s'il en est une, c'est Night of the Demon de Jacques Tourneur. Vous avez tout ça dans le même film, dans le même 80 minutes. Le film, pour que vous le sachiez, a été tourné en ordre chronologique. Puisque plusieurs des scènes ont été improvisées, puisque la plupart des acteurs ne connaissaient pas encore la fin du film, eux découvraient le film un peu comme des vrais acteurs dans la vraie vie qui découvrent un peu les... Et donc, il a beaucoup joué sur l'improvisation. D'une part, Tom Hanks n'aime pas reprendre la même scène 8 fois de la même façon. Donc, il faut toujours qu'il apporte un petit quelque chose. Et ça a l'air qu'il y a une chimie avec les acteurs sur le plateau. Ils ont beaucoup improvisé. C'est aussi beaucoup de place à l'improvisation, du cabotinage, du slapstick, de l'humour physique, mais aussi de nombreux gags de cinéma. Observez par exemple, à un moment donné, ils vont vider le camion de poubelle pour chercher quelque chose dans les poubelles. Ils pensent qu'ils ont des ossements, évidemment. Et le tas de poubelles reste par terre. Mais alors, soyez attentifs quand vous revoyez la rue. Les poubelles restent tout le temps là. On semble être bien gêné par le fait qu'eux autres n'ont pas coupé leur gazon depuis 3 semaines, mais personne ne dit rien pour les 3 voisins qui ont laissé leurs poubelles à terre. Pour moi, ça, c'est des gags de cinéma. Souvent, dans les films, on installe une scène avec un climat où il y a du tonnerre puis il y a des éclairs. Ben, chez Joe Dante, il pleut tout le temps après le tonnerre et les éclairs. C'est rare, mais là, vous allez le remarquer. Et la pluie est très drôle chez Joe Dante, vous allez le remarquer aussi. La meilleure scène, s'il en est une, c'est la toute première fois que les gens du quartier vont aller visiter les Klopek et qui vont rentrer dans la maison. Et là, on va leur offrir des sardines et des bretzels. Observez un peu la mise en scène, comment tout est placé. On a un premier plan d'ensemble, où là, on nous place toute la pièce au grand complet. Et ensuite, on a 2 divans qui sont face à face, un à l'autre. Sur le premier divan, on a les 2 épouses, qui sont la voix de la raison, et qui sont assis côte à côte. Vous allez voir, c'est un plan où ils sont égales, une à côté de l'autre. En face, on a Tom Hanks qui est en avant-plan, on comprend que c'est le point focal de la scène, assis presque derrière lui, comme s'il écoutait par-dessus son épaule, puis qu'il respirait dans son cou. On a un des membres de la famille Klopek. Et dans le coin, on a Bruce Dern, qui lui est toujours enfermé dans le coin. Peu importe ce qu'il fait, il est toujours emmuré dans un coin. Et toute la scène se développe comme ça. Et tout le monde garde leur échelle de plan, parce que vous avez compris comment que la pièce est placée, vous avez compris la dynamique des personnages. Et la mise en scène va venir contribuer à jouer à ce malaise-là. D'une part, tous les plans dans la première moitié, je vous dirais, de cette scène-là, vous allez voir, sont très courts. 8, 10, 12, 15 secondes. Tout d'un coup, un plan d'ensemble arrive, les pretzels et les sardines qui rentrent. Et là, on a un long plan séquence sur Tom Hanks, mais toujours en respectant l'échelle de plan. Et l'humour né du fait que, justement, le plan ne change pas et on ne voit que Tom Hanks qui est pogné à manger sa sardine. Vous allez voir, c'est mourant. Et il y a le son crunch, crunch du pretzel est très fort. Fait que même quand Tom Hanks n'est plus dans le plan, le son le suit tout le temps. Et c'est ça la force de la mise en scène de Joe Dante. C'est tout simplement dans cette physicalité-là, avec seulement 4 plans qui répètent, qui se promènent à travers ces 4 axes-là, vous allez avoir une des scènes très drôles qui devrait vous faire rire, je l'espère. Donc ça, c'est la scène des sardines. C'est un film qui a vraiment une drôle de structure. Vous allez voir, le générique, entre autres, est divisé en 2 parties distinctes. La caméra qui arrive dans la ville et la deuxième partie du générique, la caméra qui explore la ville en temps réel avec les habitants qui se réveillent le matin. Vous allez voir, le générique est vraiment en 2 sections distinctes, vous allez le sentir tout de suite. La fin du film est construite de la même façon, où finalement on a une première résolution, et ensuite vous allez voir, on joue sur les clichés, on joue beaucoup sur le point de vue. Il y aura une deuxième finalité qui va venir s'imposer à la première, et là vous allez comprendre
que c'est un grain Hitchcockien, que c'est un gars qui aime beaucoup Hitchcock et qui vous manipule en disant regarde par là, puis qu'à un moment donné, il pitch un élément de mise en scène ou un élément de scénarisation, puis là vous dites oh my God, j'avais pas vu ça venir, c'est une vraie belle surprise. Puis c'est ça le plaisir de Joe Dante. Il joue avec les clichés, il joue avec les genres que vous allez reconnaître, mais il s'amuse puis il le fait avec beaucoup d'art. Deux derniers détails parce que vous le méritez. Vous allez voir, il y a un bichon blanc dans le film. Et ce bichon blanc-là, je vous le jure, il va vous faire rire au moins une fois. Ce bichon blanc-là, c'est un chien assez vedette. Un an plus tard, il allait jouer dans Silence of the Lamb. Donc, c'est lui le petit chien qui a la patte cassée dans le fond du puits. Elle avait commencé sa carrière, Darla, Caniche Rose dans Pee-wee's Big Adventure de Tim Burton. Et elle va finir sa carrière avec encore un film de Tim Burton, Batman Returns. Elle attrape le batragne. De Batman en plein vol avant qu'il vienne frapper au visage quelqu'un. C'est très drôle. Et ça, c'est Darla, c'était mon cadeau pour vous. Dernière chose, tiens, un band... Est-ce que quelqu'un se souvient d'un band qui s'appelle Jet Boy? Dieu merci, non. Le jeune personnage de Ricky Butler, donc de Corey Feldman, écoute toujours le même groupe. Vous allez voir, il y a des gros speakers dehors, lui, peinture, et il écoute toujours la même maudite cassette. Les trois chansons que vous allez entendre viennent du même groupe, Jet Boy. Les trois chansons que vous allez entendre viennent du même album, Shake the Feel. Moi, c'est toujours des questions que je me pose quand je regarde un film, et je me dis, le film dure 5 jours. Le film se passe sur 5 jours. Quand j'étais ado à 15 ans et que j'avais une cassette, ça se pouvait que j'écoute pendant toute une semaine. Fait que je me suis dit, au début, je voyais ça comme un détail paresseux. Je me suis dit, il a pris 3 tonnes du même album, ça coûte moins cher, let's go. Non, je pense qu'il y a une logique, mais c'est ça l'affaire. Je me pose trop de questions et c'est un de mes problèmes. Et je suis venu partager ce problème-là avec vous autres, des questions de mise en scène, des questions de... Et c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Et puis, ma foi, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Avant le film, comme je vous ai dit, cette année, on a remis un prix de carrière à Joe Dante. En fait, c'est pas moi, c'est Mathieu qui vous disait ça. Et on avait fait une vidéo de 4 ou 5 minutes qui, dans le fond, regroupait les meilleurs moments de la carrière de Joe Dante et qui, en même temps, vous place ses obsessions, qu'elles soient visuelles, parce que c'est un gars qui est très visuel, mais aussi les thèmes qui reviennent d'un film à l'autre. Et donc, l'enfance, par exemple, est un de ces thèmes très importants. D'ailleurs, dans le film de ce soir, The Burbs, tous les adultes agissent comme des enfants de 12 ans. Il y a juste les femmes qui sont un peu plus matures, mais sinon, les enfants, et puis je faisais un parallèle avec To Kill a Mockingbird, c'est les enfants de To Kill a Mockingbird qui sont prisonniers dans des corps d'adultes, dans des maisons qui ont de la misère à payer, puis dans des vies dans lesquelles ils s'ennuient. Pour moi, c'est ça un peu le film de ce soir. Beaucoup des films de Joe Dante se passent en banlieue, pense à Explorers, pense à Gremlin. Donc, c'est quelqu'un qui se souvient d'Amérique profonde et qui la filme avec plaisir. Et donc, ce que vous allez voir, certains thèmes vont ressortir de ce montage-là. Et de ce montage-là, je veux que vous reteniez un nom, Éric Lavoie, c'est lui qui a fait le montage. C'est un des meilleurs monteurs à Montréal et je le salue à travers la caméra. Puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée.